Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là. Bienvenue sur mon talk, le voyage du héros de l'IT. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à raconter des histoires. Alors le sujet peut être un petit peu prétentieux comme ça, présenté de cette façon. J'imagine que parmi vous, il y en a déjà qui savent et qui racontent des histoires. Mais j'ai pas mal d'outils par mon passé de storytelling et vraiment, j'ai envie de vous les transmettre. Pourquoi raconter des histoires, en fait, tout simplement depuis la nuit des temps, l'homme raconte des histoires pour transmettre, pour éduquer, pour les loisirs. C'est quelque chose en fait qui se fait naturellement et ce qui fait que l'homme aujourd'hui est l'homme. Petite charge émotionnelle que je vais gérer par un petit silence. Merci. Donc en fait, pour commencer ce talk, je vais commencer par me présenter. Ça sera plus simple, c'est un sujet que je connais à peu près. Normalement, je vais pas tenir une heure là-dessus, ça va être vite barbant. Donc je me présente, je m'appelle Olivier Bottier. Mon totem, c'est le poulpe. Alors le poulpe, pourquoi? Très rapidement, c'est un animal qui est plein de ressources, pas très bien connu, avec un aspect un peu disgracieux. Moi, je trouvais que ça correspondait très très bien. Et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous ce tag, effet de mise en scène raté, Rack le poulpe. Donc en fait, c'est pour un petit peu pour montrer mon parcours. Donc à Reims, j'obtiens mon bac en 1993. Je m'engage 8 ans dans l'armée de l'air où j'apprends plein de choses, dont un certain mantra que j'ai gardé qui me disait réfléchir, c'est commencer à désobéir. Du coup, en 2001, j'ai décidé d'aller réfléchir ailleurs. Et j'ai fait une petite reconversion en passant par l'AFPA. Donc là, on a une spécialité réseau, télécom et c'est ça, télécom, réseau, télécommunications. Bref, c'est la seule fois où j'ai fait vraiment du réseau dans ma vie, c'était à l'école. En 2002, je rejoins un groupe qui s'appelle Sodifrance. À l'époque, une société de prestation de services, une SS2I. Une ESN. Ça resitue un petit peu l'époque. Là, je découvre plein d'entreprises, plein de technologies, et c'est là finalement que j'apprends vraiment le métier. Et finalement, en 2006, je rejoins le groupe Crédit Mutuel Arkea, où j'y passe quelques années, au-delà de ma limite définie dès le départ, c'est-à-dire 17 ans. Mais en 17 ans, j'ai eu le temps d'explorer plein de choses, plein de voies. J'ai une casquette de sysadmin, de DBA, de développeur, de responsable d'automatisation, et pour finir, une casquette DevOps, une petite toge, un bâton de pèlerin, et allons évangéliser tout ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, 2021, je rejoins le groupe OVH Cloud, dans l'équipe d'Horacio Gonzalez, ici présent, pour travailler autour du DevRel. Voilà ma petite présentation. Le talk n'est pas fini, merci de rester. Comme vous voyez, j'ai une petite émotion à gérer, ça va très vite passer, je vous rassure. Je me suis rajouté des penses-bêtes, pour me dire des marqueurs, où est-ce que j'en suis. Je voulais commencer ce talk, en fait, par vous raconter une histoire. Bon, vous voyez, c'est une espèce de petite mise en abîme. Pourquoi j'en suis arrivé là, aujourd'hui, à faire un talk sur les histoires et comment je raconte des histoires. Pour gérer mon stress, je préfère me faire accompagner, je vous présente Charlotte, coach en respiration. Charlotte est un vrai coach en respiration, elle a un compte Twitter, je vous enverrai le lien à la fin. L'histoire que je vais vous raconter, c'est un petit peu la mienne, mais je ne vais pas me contenter de dérouler cette histoire-là, je vais vous faire travailler un petit peu. Je vais marquer des moments clés dans mon histoire avec Charlotte. Merci. Et à ce moment-là, je vais demander de réfléchir quel est ce moment clé, à quoi ça correspond, est-ce que j'ai déjà rencontré ce schéma quelque part ou pas. Vous allez voir, c'est assez simple, donc je vous propose de commencer. Donc, il était une fois. C'est pas dur. Il était une fois. Eh bien moi, en fait, je vais vous décrire un petit peu la façon dont je gère mes loisirs. Mais j'aime bien les loisirs, en fait, j'aime bien découvrir une discipline et un petit peu, comme un ami dirait, la poncer. C'est-à-dire, j'aime bien l'explorer et surtout trouver ma limite par rapport à cette discipline. Moi, ça me suffit, je m'éclate, j'apprends des choses. Je ne restitue rien du tout, c'est mon plaisir personnel. Donc effectivement, c'est le valable pour le poker,
Le poker, c'est une discipline, on n'est pas trop dans le partage. Le bowling, on peut dire qu'on partage des trucs, mais moi j'avais ma propre boule, pas question de partager, etc., etc. Et il y a 5 ans de cela, c'est moi qui fais les dessins. Les 2 petits trucs là, en fait, c'est des petits poulpes, j'essaie de faire un truc sur la comédie, tout ça. C'est plus ou moins réussi, mais bon, bref. Il y a 5 ans de cela, mon chemin tombe, je croise en fait la route de l'improvisation, le théâtre d'improvisation. Et là, c'est une espèce de révélation. Il faut savoir que l'improvisation, c'est l'association de 4 disciplines qui vont être le jeu de comédien, la mise en scène, l'écriture scénaristique en live. Les comédiens, quand ils sont sur scène, ils sont en train de raconter une histoire qu'ils sont eux-mêmes en train de découvrir. Et puis aussi des techniques qui vont être propres à l'improvisation, qui vont être des processus de créativité immédiate, de l'écoute et de la bienveillance. Pour moi, je dis, imaginez un petit peu le vertige ressenti devant tant de choses à découvrir. Et là, je vais apprendre des choses. Pour la pratique, toutes les semaines, on a des cours. Et un de ces cours, qui sont donnés par des comédiens professionnels, Gabriel Pichon, qu'on voit ici, sur un atelier vraiment très intéressant sur les relations entre un personnage principal d'une histoire et les personnages secondaires. Il y avait plein de choses à dire. Je me dis, ouais, mais où est-ce que je peux trouver de la source de ces informations, si je veux, moi, explorer tout ça, continuer. Donc c'est là qu'elle me fait prendre connaissance de ce livre ici qu'on retrouve, qui s'appelle Le Guide du scénariste, écrit par Christopher Vogler, qui est une espèce de schéma narratif qu'il appelle Le voyage du héros, à destination des gens qui voudraient écrire des scénarios. Et Frédéric Pont, qui se trouve être aussi un comédien professionnel de l'improvisation, donnait des ateliers sur une mise en pratique du voyage du héros dans le monde de l'improvisation. Intéressant, donc je m'attache à la lecture de ce livre, et là, on détricote. En fait, j'apprends que Christopher Vogler s'est inspiré du monomythe de Joseph Campbell, qui est un mythologue, qui finalement dit que toutes les histoires racontent à peu près la même chose, que derrière, sur les livres qui sont plus portés sur l'improvisation, Mark Jane a écrit aussi tout un livre sur la mise en pratique du voyage du héros dans le monde de l'impro, qui, pareil, Nabla Levist en a fait une version un peu plus light, en rajoutant d'autres concepts d'écriture scénaristique, des modèles en 3 actes, et qui, eux-mêmes, s'étaient inspirés du livre de Keith Johnson, qui est, lui, en fait, le pape de l'improvisation, et qui avait dans son livre, en fait, explique très clairement, chose très intéressante, en fait, la relation entre la scène, le comédien, son rôle, le personnage et le public. Tout ça mis bout à bout, à un moment, ma tête, elle a fait pouf. Je suis pas en train de jouer l'émotion, je la vis. J'étais à peu près dans cet état-là de découverte à un moment. Très bien, hein, donc vraiment je m'enrichissais. Et un jour, merci Charlotte, à l'occasion d'un meet-up, donc là je situe la scène, on est encore très tôt cette année, on est au mois de décembre. Début d'année, février. À l'issue d'un meet-up, je rencontre des personnages. Je vais mettre tout de suite un warning sur ces personnages-là. Attention, ils sont assez dangereux. Discuter avec eux peut avoir des conséquences assez importantes. Donc en gros, je découvrais un petit peu la discipline, le monde des conférenciers, des salons, des DevRel, etc. J'étais tout jeune là-dedans. Et je les écoutais parler de leur expérience, de la scène, des conférences. Et ça faisait écho, évidemment, avec ce que j'avais en moi, sur ce que j'avais lu. Donc évidemment, les conversations s'engagent. Quelques tournées aussi. On trouve énormément de points communs. Je me dis, mais ça peut être intéressant, potentiellement, d'appliquer des outils de storytelling à vous. J'avais le livre en plus avec moi. On commence à en parler. Et on voit énormément de choses en commun. Et là, ils me disent, mais là, ce que tu viens de nous dire, vas-y, fais-en une conférence. Non. Mais si. Etc., etc. Et je dis non, moi, je viens d'arriver. Je connais ni le monde des conférences,
je ne connais pas votre métier. Moi-même, va falloir que... Enfin, voilà. Non, 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 merci. Bref. L'idée avait quand même germé, et le problème de mon équipe, c'est que je suis dans une équipe avec des gens comme Horacio, des gens comme Aurélie Vache, Horacio Gonzalez, qui, on va dire, sont assez à l'aise avec le monde des conférenciers. Et qui m'ont dit, mais si, moi, je vous pareil, méfiez-vous de ces gens-là. Ils peuvent vous faire faire des trucs un peu fous. Ils me dit, mais si, vas-y. Puis ça tombe bien, en plus, dans pas longtemps, au mois de juin, on organise une conférence sans prétention dans un camping, à l'aise, pépouze. Je dis, oui. Donc, il m'initie au CFP, comment bien rédiger un CFP, la soumission, conférence hall, etc. etc. Préparer un talk, voilà. Je dis, allez, Nancy, ça va être bien. C'est la première fois que moi, j'envisageais de restituer quelque chose. Bref, du coup, effectivement, donc on arrive au mois de juin, je donne cette conférence-là sur une déclinaison du voyage de héros que je voulais transmettre. Donc on le voit, hein, c'est moi là à l'abri des pins dans un camping. Je vous invite vraiment à faire vivre cette expérience, c'est génial. Je discute tranquillement, je partage des idées, c'est un truc très très interactif. Puis à un moment, au bout d'une heure, quelqu'un me dit « mais ça fait 1 heure que tu parles ». J'étais même pas arrivé à la moitié de mon talk. Donc gestion du timing, on va dire que c'était un petit peu limite. Et du coup, moi j'étais très déçu de moi-même, très déçu de ma prestation. Et voilà, j'étais partagé entre deux états. J'ai pas été digne de ce que je voulais transmettre. C'est la première fois que j'étais en train d'essayer de transmettre quelque chose que moi, je m'animais, me passionnait. Je dis, je suis pas très bon pédagogue, voilà, pas bien. Mais dans le côté, gros kiff, excellente, les bons retours, surtout les discussions qu'on continuait après, hors timing, etc., etc. C'était vraiment enrichissant. Et du coup, assez motivant pour me dire, allez, on continue le chemin. Vous l'avez vu venir, celui-là. Et le chemin qui a continué, en fait, donc j'ai continué de soumettre des CRP. Là, on s'est dit, à des conférences, on va dire, un peu plus mainstream. Alors, autant le camping des speakers, c'est une expérience extraordinaire. Mais je commençais à me dire, allez, je vais faire comme les grands, je vais soumettre des Fest, des Vox, des trucs comme ça. Et Volcamp, entre autres. Et le DevFest, c'est assez rigolo parce que je dis, c'est les 10 ans, je démarre, jamais de la vie, DevFest Nantes, c'est fou, c'est un gros truc. Quoi. Ouais, mais, vous avez vu, ils ont fait une affiche avec un poulpe qui raconte des histoires. Là, c'est plus un signe, c'est un appel. Donc du coup, j'ai quand même soumis. Mais je dis, de toute façon, ça passera jamais. Spoiler. Du coup, je me retrouve sélectionné donc, et pour Volcamp Payot et pour DevFest Nantes en tant que backup. Alors moi, être sélectionné en tant que backup à DevFest Nantes, mais déjà, c'était la fête chez moi. Je n'avais pas envie de venir parce que je ne sortais pas à la hauteur. Et trop gros, mais bon, bref. Et déjà, backup, waouh, génial. Je me la pétais un peu à la maison, c'était chouette. Et du coup, mais quand même, l'expérience, allez, on va la vivre à Volcamp Payot. Et allons-y. Donc là, un talk revisité, bien timé, bien préparé. Et boum, c'est la cata. Là, je vous parle d'une expérience que j'ai vécue il y a exactement 8 jours. Oui, c'était il y a 8 jours. Donc je connaissais mon sujet, globalement. J'ai relu mes sources, mes bouquins, je les ai poncés. Mes slides étaient prêts, avec un beau thème bien vert. J'avais bien préparé plusieurs fois à la maison, avec public top, évidemment. Enfin, le public de conférence, c'est génial. Et puis là, un peu comme tout à l'heure, vous avez vu, j'étais pas à l'aise. Là, ça va mieux, hein, super. La voix qui tremble. Mais au moment, tac, le truc. Et pendant 25 minutes, j'ai traîné. J'arrivais plus à respirer. Enfin, j'ai vrillé dans ma tête. Et je voyais la peine dans le regard des gens. Je disais, allez, vas-y. Moi, à l'intérieur, j'étais mort. Je voulais partir. Mon slide de 45 minutes, je l'ai fait en 25 minutes. Parce que je pense à quelque chose qui dit, débarrasse-toi de ça. Vas-y, dégage, va ailleurs. Et ne reviens jamais. Ne leur parle plus. Ne les regarde plus. Disparais. J'étais mortifié. J'ai très mal vécu, autant quand on prépare un slide, un mélange de talk, de slide et un truc, bon bref. Quand on prépare un talk, moi je dors pas, en général, une semaine avant, il y a beaucoup de pression. Là, je m'étais rendu compte que je dormais plus après non plus celui-là. Du coup, dans la balance, je me dis, ouais, bon, non, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Bon, la réponse, clairement, c'était non.
Et, ouais, non, je vais pas y aller. Merci Charlotte. Mardi de cette semaine, Jean-François qui m'appelle, dit Olivier, oui, ton talk, si tu vas le donner. Oui. D'accord. Vendredi, ouais, quelle heure hein 14h, non, c'est cool. Quelle salle? Bah, la grande salle, hein, Jules Verne. Oui. T'es prêt? Ouais. Donc, cette petite histoire, cette première partie s'arrête là parce que maintenant, effectivement, bah, merci, bah, je vous intègre dans l'histoire parce que je l'arrête là, puis on verra en quel état, où est-ce qu'on en sera la prochaine fois. Donc ça, c'était la première partie, cette petite histoire. Est-ce que vous avez bien noté tous les coups de poète? Non? Est-ce que vous avez vu un peu de 3 éléments? Bon, on va resituer ça un petit peu dans le modèle. Donc maintenant, ce que je voudrais vous présenter, on va faire un petit focus sur... Quand je fais ça... Non, c'est là. Quand je fais un focus sur le livre, voilà, on va faire un focus là-dessus. En fait, finalement, ça a été le point de départ d'énormément de choses. Je vous demandais de remercier Charlotte parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Vous pourrez la suivre, donc son compte Twitter est créé, je vous donnerai les références à la fin et elle diffusera quelques conseils sur le storytelling et des histoires cochonnes. Donc ce livre, en fait, donc Christopher Vogler, donc c'est un consultant scénariste à Hollywood entre les années 70 et 80, quelqu'un qui ramasse énormément de scénarios, qui les lit, qui les trie, qui fait du triage et qui se dit, bah, tiens, toutes les histoires finalement se ressemblent un petit peu. Et il rapproche effectivement cette remarque avec les travaux donc, de Joseph Campbell, et il prend connaissance de cette notion de monomythe. Le monomythe, donc toujours l'histoire universelle, c'est la même chose qui se raconte, et il en fait une adaptation pour le monde de l'écriture scénaristique. Il commence pas il démarre pas en écrivant ce livre-là, il démarre par un petit feuillet de 17 pages qu'il a appelé la carte du voyage. Il faut savoir que c'était un truc comme ça, il a fait une espèce de schéma comme ça, quelqu'un d'assez analytique, et ça permettait de lire, de mettre à chaque fois les scénarios dans ce masque-là, et de voir un petit peu, curieusement, si ça marchait ou si ça ne marchait pas, et du coup, d'utiliser ça, lui, pour potentiellement, est-ce qu'on peut reproduire des histoires à partir de ce schéma-là? Il se trouve que oui, parce que quelqu'un s'est emparé de ce petit schéma, à Hollywood, qui travaillait chez Disney, et il dit, tiens, ça peut être intéressant pour raconter une histoire, l'histoire de la vie. Je ne sais pas si vous voyez la référence, et c'est là, Le Roi Lion est la première mise en pratique du voyage du héros de Christopher Vogler dans le monde du cinéma. C'est pas rien. Donc évidemment, le succès, tout le monde s'est arraché ce petit feuillet, et pour écrire des histoires, et puis produire en masse côté Hollywood beaucoup d'histoires, et je crois que ça continue, ça ne s'arrête pas. On va rentrer un petit peu, donc ça c'est la partie technique du slide, comment j'ai dit alors, du slide. Le voyage du héros, en fait, ce qu'il nous décrit, c'est qu'il est composé en 3 actes. L'acte 1, finalement, c'est à peu près un quart de l'histoire où on pose énormément de choses. L'acte 2, c'est pour voir toutes les péripéties qui correspondent à peu près à une moitié de l'histoire. Et l'acte 3, pour terminer l'histoire, encore un quart de l'histoire. Il faut le voir un petit peu comme un parcours, où on part d'un état initial et on finit dans un état final. Si on prend donc un petit peu, si on détaille ça, on va le mettre en projection sur des histoires qu'on connaît. Si je vous dis que, globalement, Star Wars et Dirty Dancing, c'est la même histoire, vous ne me croyez pas? Peu importe, il y a même aussi certainement des histoires. Est-ce que vous n'êtes pas si éloigné de ça, de Dirty Dancing? Vous ne savez pas. On va faire une petite expérience. On va essayer, je vais vous décrire un peu chaque histoire. Je vais vous faire une petite projection entre Star Wars et Dirty Dancing. Et vous, en même temps, vous allez voir si ça ne fait pas écho à quelque chose que vous auriez vécu. Est-ce qu'à un moment, à chaque étape, vous ne l'avez pas vécu dans telle ou telle situation pour vous resituer peut-être dans une histoire? Ça peut être intéressant. Et mes petits coups de poète-poète de tout à l'heure sur mon histoire, c'était pas anodin, c'était pas juste raconter mon histoire pour me la péter, c'était pour marquer, j'ai utilisé ces marqueurs-là pour raconter mon histoire. Alors je ne sais pas si vous avez été embarqué dans l'émotion, si vous avez pleuré sur mon récit, c'était pas le but, mais c'était vraiment, normalement ça a dû faire écho à des choses en vous. On va travailler tout ça. On commence par le monde ordinaire. Le monde ordinaire, si vous deviez écrire une histoire, alors là je m'adresse à vous comme si vous allez écrire une histoire, un scénario, une trilogie, quelque chose d'épique. Évidemment, ce n'est pas applicable dans des modèles plus réduits, ça on verra à la fin.
Le monde ordinaire, c'est très important dans les scénarios de poser ce qu'on appelle la plateforme initiale, où on va positionner le personnage principal. Je fais une petite parenthèse. Je parle beaucoup de personnage principal pour pas dire héros. Héros parce que, en fait, quand je parle du voyage du héros, comme Christopher Vogler l'évoque, le héros, il n'est pas genré. C'est le héros au sens mythologique du terme, de manière globale. Donc, plutôt que de dire héros et héroïne, ce qui est le cas, ce qui devrait être le cas, je préfère parler de personnage principal. C'est quelque chose qui est plus simple. Mais finalement, protagoniste principal, personnage principal, héros, héroïne, j'englobe tout ça. Vous m'excuserez donc si... Enfin voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui est genré. Ça l'était à l'époque, et heureusement, ça l'est beaucoup moins, beaucoup moins aujourd'hui. Donc le monde ordinaire va positionner notre personnage principal dans son environnement. Luke Skywalker est un petit fermier qui vit chez son oncle et sa tante. Il a certaines appétences pour la mécanique, il répare des droïdes, etc. etc. Voilà son environnement. Frédéric Haussmann, hashtag bébé, part en famille au camp Keller, au camp Kellerman. Je connais bien l'histoire. Qui a vu Dirty Dancing? N'ayez pas honte, hein. C'est complètement assumé. Okay. Qui a vu Star Wars? Ah, on voit... Il y en a un qui est plus mainstream que l'autre, mais vous allez être surpris. Donc bébé est dans sa voiture avec ses parents, et chaque été, ils passent leurs vacances dans un camp assez bourgeois, dans un milieu assez aisé, avec vraiment des musiques ancrées dans l'époque, assez plan-plan, des activités assez plan-plan. Bébé rêve d'aventure, mais surtout, bébé est très attaché à son père et ne vit que par son rapport à son père. Donc elle veut que son papa soit fier, et c'est normal. Ensuite, l'appel de l'aventure. Et j'imagine que là, bon, décrivez-moi votre monde ordinaire, enfin vous l'avez, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. L'appel de l'aventure. Ah oui, dis donc. Mon monde ordinaire, tout à l'heure, moi, c'était, en fait, j'aime bien prendre des disciplines et les étudier. Je restitue pas. C'est ça, c'est ma vie, c'est mon choix. L'appel de l'aventure. À un moment, il y a un élément perturbateur qui va venir déranger ce monde ordinaire et qui va potentiellement montrer à notre personnage principal qu'un autre monde existe. Pourquoi pas? Luke Skywalker répare son robot, projection Princesse Leia, il découvre que potentiellement, il y a des soucis avec un truc qui s'appelle la rébellion, qui se bat contre l'Empire, qu'il y a quelqu'un à aller chercher, un Obi-Wan Kenobi, et qu'en gros, c'est le bordel. Bébé, elle, finalement, rencontre quelqu'un, Billy, de mémoire, avec des pastèques, dans le campement à côté où là vit le personnel du camp de vacances, et elle rentre dans un environnement où on voit plein de gens danser, des danses obscènes. Et c'est complètement... Et voilà, elle découvre quelque chose qui n'a rien à voir avec son monde. Donc voilà, c'est l'appel de l'aventure, c'est finalement quelque chose, tiens, il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser. Potentiellement, l'appel de l'aventure, au quotidien, ça peut être un email, un recruteur qui vous contacte sur LinkedIn, méfiez-vous quand même, un ami qui vous propose un poste quelque part, qui vous présente une entreprise, quelqu'un de proche qui vous propose un voyage. Voilà, ça peut être tout ça. C'est pas forcément. Voilà, c'est quelque chose qui va vous sortir un petit peu de votre zone de confort, de votre milieu. Et la première réaction, en général, si on veut vraiment marquer, si on veut être logique, sortir de sa zone de confort, c'est pas facile. Donc là intervient le refus de l'appel. Première réaction, tout à l'heure, moi, quand je dis va donner des conférences, non. C'est pas mon kiff. Donc non, la première réaction, c'est normal. Et ça, vous le faites, tout le monde le fait. Donc pourquoi pas dans les histoires. Le refus de l'appel, on voit bien que finalement, Luke, il préfère aller rester à la ferme. Qu'est-ce que l'oncle Ben va faire si je suis pas là? C'est la cata. Au niveau de Dirty Dancing, c'est un peu plus loin que ça se passe dans l'histoire. Vraiment, l'appel de l'aventure, c'est le moment où on propose, où Penny, donc alors c'est pas la compagne de Johnny, hein, c'est une connaissance, ils dansent ensemble, et finalement on ne peut pas assurer un spectacle qui va se trouver au milieu de l'histoire, et elle est coincée, et il propose finalement à bébé d'aller concourir à sa place. Là forcément, il y a quelqu'un qui arrive qui ne sait pas danser, non, et là c'est très net dans le film.
Donc le refus de l'appel, étape importante qui permet d'ancrer un petit peu le personnage dans son monde et de le faire hésiter, et puis dire « Ah, puis on est spectateur, mais vas-y, quoi ». Enfin, tout le monde sait que de toute façon, ils vont y aller. Et à ce moment-là, intervient donc 2 étapes qui, chronologiquement, peuvent forcément pas être dans cet ordre-là. C'est une moyenne. Mais en gros, il y a la rencontre avec le mentor. Donc le mentor, on va en discuter un petit peu plus en détail après. Le mentor, c'est vraiment, en gros, dans l'histoire, la personne qui va soit mettre un coup de pied au cul au héros pour qu'il y aille, soit le freiner s'il veut y aller trop vite. Ça va être son rôle à ce moment-là, qui va permettre de résoudre ce problème de refus. Donc là, on voit, dans Dirty Dancing, c'est Johnny qui dit « Mais si, viens danser ». En gros, c'est un peu ça. Elle dit « Oh oui ». Et la rencontre avec le mentor, dans Star Wars, Luke fait la rencontre d'Obi-Wan Kenobi. En fait, quand on parle de mentor aujourd'hui, dans l'imaginaire, c'est toujours Obi-Wan Kenobi qui arrive. C'est fou, ça. Ouais, c'est Horatio. Pour d'autres, c'est... Et donc, après, pour terminer ce premier acte, eh ben, notre personnage principal, à un moment, on en a tous envie, le mentor, le public, tout le monde crie « mais vas-y », donc il y va. Et c'est ce qu'on appelle, donc c'est le premier seuil. Le premier seuil, c'est le moment où le personnage principal quitte son monde ordinaire pour aller dans le monde extraordinaire. On verra comment ça se passe, le premier seuil, des fois pas bien, mais globalement, c'est quelque chose qui doit être marqué. Le passage du premier seuil, finalement, c'est vous répondez à une annonce, finalement, vous acceptez un voyage, vous vous lancez. C'est un test. Et là, c'est le moment où vous vous engagez dans quelque chose. Et après intervient le début des péripéties. Le début de l'acte 2 commence par on plonge notre personnage principal dans un monde extraordinaire. Et là, ça y est, il découvre plein de trucs. Donc, le passage du seuil pour Dirty Dancing, c'est au moment où elle accepte finalement ça, mais il y a une réticence qui est faite au début, qui est personnifiée par Penny, qui lui dit « Mais non, t'es nul, retourne chez tes parents, retourne dans ton camp, retourne dans ton monde », en fait, c'est ce qu'elle lui dit. Et finalement, elle insiste, ils insistent, et pouf, elle passe le passage et dit « Ok, elle va y aller », elle s'engage. Luke Skywalker, à un moment, quand il revient de chez Ben, c'est de manière un peu plus violente. Si vous deviez raconter des histoires pour le boulot, évitez de tuer les personnages. Ça me fait une mauvaise ambiance en général dans les équipes. Mais il revient, effectivement, toute la famille a été détruite, il ne reste plus trop d'autres choix que finalement d'accompagner Obi-Wan et de partir, de quitter la planète. Et là, donc, début de l'acte 2, on découvre un petit peu le nouveau monde. Bébé apprend à danser, c'est son nouveau monde. Et Luke Skywalker, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que Star Wars, c'est vraiment un héritage aussi du monomythe. Et dans le monomythe, ce qu'il nous dit Joseph Campbell, c'est que dans les histoires, il y a toujours cette symbolique du point d'eau qui revient. J'aime bien faire ce petit passage. Le point d'eau, en fait, c'est pour résumer, dans les tribus, dans le village, les chasseurs allaient au point d'eau, là où ils pouvaient observer à la fois les prédateurs et toute la faune, les prédateurs, les proies. C'est là en fait qu'ils prenaient connaissance de l'environnement. Ils s'enrichissaient un petit peu, ils prenaient toutes les informations possibles. Et la symbolique du point d'eau, dans Star Wars, c'est la cantina. Et chez vous, pour vous, dans vos histoires, une première rencontre, un rendez-vous, une première embauche, où est-ce que vous allez? À la machine à café. Et c'est normal. Et à la machine à la café, qu'est-ce que vous voyez? Des collègues. Des gentils, des pas gentils. Tout. L'environnement, le café qui est bon, qui n'est pas bon, la machine qui marche ou pas. Elle est assez intéressante, cette symbolique-là. On la retrouve assez souvent. Alors, je ne dis pas ça de mettre à chaque fois de la flotte dans vos slides à un certain moment. Mais je trouvais ça rigolo. Après, l'approche, finalement, c'est le moment où on va arriver petit à petit dans l'antre de l'ennemi, où on va tranquillou bilou vers une épreuve qui va, sans spoiler, pas très bien se passer. L'approche, finalement, pour Dirty Dancing, c'est le moment où on va se préparer pour le fameux concours de danse. Pour Star Wars, on va en direction de l'étoile noire. Et après, l'épreuve suprême. L'épreuve suprême, là, on voit, on est bien au milieu de l'histoire. C'est le moment, et c'est important, de mettre le personnage principal dans une mouise, mais totale. Mais totale, c'est-à-dire avec que vous ayez un sentiment, dit mais c'est pas possible, il va jamais s'en sortir. Alors qu'on sait tous très bien qu'il va s'en sortir. Mais là, vous dites, ouais, quand même.
À ce moment-là, le personnage principal fait l'expérience de quelque chose qui meurt. Je reviens à ma remarque de tout à l'heure dans le cadre d'un slide. Allez-y doucement. Si on prend l'exemple de Star Wars, il y en a deux en fait. Il y a deux événements qui se passent comme ça. Il y a quand on retrouve Luke et tous ses amis dans le compacteur de l'Étoile Noire, ben, là on revient aussi à un élément symbolique de Joseph Campbell qui est le ventre de la baleine, une espèce de point de non-retour. Et là il fait face à la mort parce qu'à un moment il est même attrapé, il va dans l'eau et là il disparaît complètement. Donc là c'est là où l'auteur nous emmène assez bas dans ce niveau-là, rapport à la mort. Évidemment il s'en sort, il ressort tout ça. Et après, il y a une deuxième épreuve suprême pour Luke Skywalker, combat entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador, et le mentor meurt. Là, on retrouve un personnage principal qui est assez démuni, il perd son mentor, et ça, c'est très fort. L'épreuve suprême, elle est un peu moins névrosée, côté Dirty Dancing, où l'épreuve suprême, finalement, ça se passe assez bien. Il y a juste le porté qui est bon, moyen, mais l'épreuve est faite. Ce qui est important, du coup, à la sortie de ces deux étapes, c'est d'avoir cette notion de récompense. À ce moment-là, notre personnage principal a appris des choses, et ce qu'on appelle la récompense, ça peut être un savoir, un objet. Dans vraiment les mythes les plus anciens, c'est un objet magique, une épée, un bouclier, que sais-je. Mais là, dans nos exemples, en fait, Luke Skywalker apprend que finalement il peut s'en sortir tout seul par ses choix, qu'il a la connaissance de la force, qu'à ce moment-là, la récompense de Luke Skywalker quand il repart, c'est qu'il devient pilote dans la rébellion, c'était son objectif initial, et que tout ça, ça va lui permettre d'avancer plus loin. Donc lui, sa récompense, c'est ça. Pour bébé, elle sait danser. C'est cool. Bon, si, c'est bien, j'aimerais bien danser comme elle. Et après, à ce moment-là, on arrive à un deuxième choix, un deuxième seuil que le personnage principal va faire, c'est le chemin du retour, la décision du chemin du retour. Je dis, ok, on a pris cher, ça va mieux, j'ai appris des trucs, ça ne va pas se reproduire. Moi, mon épreuve suprême dans mon histoire de tout à l'heure, c'était clairement, visiblement, c'était il y a 8 jours, sur ma prestation Volcan Payo. Après, j'ai eu des très bons retours. Je n'ai pas massacré le truc quand même. Mais dans ma tête, pour moi, c'était ce moment-là. Quelque chose était mort. Ce qui était mort, c'était mon envie de continuer à donner des conférences. J'étais pas... Voilà. Mais la récompense, c'était quand même... j'ai aimé transmettre. Chose que je ne faisais pas d'habitude. J'ai appris que transmettre, même si on est passionné, même si on connaît bien les sujets, ça s'apprend. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réutilisé mes petits outils de storytelling, de mise en scène, de respiration. J'ai pris un coach. C'est ça aussi, ça c'est une récompense. Me faire accompagner avec un doudou sur scène, moi c'est ma récompense. Potentiellement, si jamais je refais des talks derrière, je pense que je serai accompagné. Ça fait du bien. J'ai appris ça. C'est ma récompense. Et donc on va retrouver ça dans l'histoire. J'imagine, je ne sais pas si vous avez imaginé les scénarios, si vous avez projeté quelque chose. Voilà, imaginez, si vous avez ça, ce sentiment-là, vous êtes peut-être à ce moment-là dans une histoire, dans une aventure ou dans un voyage. Donc à un moment, il faut prendre la décision de rentrer. Et le chemin du retour, c'est une étape, souvent, moi quand je disais ça, je dis, ouais, l'histoire, non, elle est bien, c'est fini, pas besoin. Mais non, en fait. On ne peut pas, si on reste là, en fait, le héros, il ne prend pas cette notion de héros au sens mythologique du terme. C'est une belle histoire, avec un personnage qui, non, c'est une belle histoire. Ça peut faire un épisode du mentalisme, un truc comme ça. Mais non, le fait de décider le chemin du retour, c'est maintenant le héros retourne dans le monde avec son nouveau pouvoir. Et il va entreprendre de soigner ce monde-là. C'est ça, c'est la différence. Maintenant, j'ai des super pouvoirs, ça ne me concerne plus que moi. Maintenant, j'ai conscience de mon environnement, j'ai conscience de tous les archétypes que j'ai rencontrés, et j'ai envie de soigner ce monde-là. Donc souvent, il va soigner. Donc soigner, c'est en gros mettre des baffes à l'ennemi dans un cas, ou finalement progresser et changer. Si je reprends l'exemple de Dirty Dancing, maintenant que bébé est en couple avec Johnny, elle veut que son père l'accepte. Elle veut que son nouveau monde croise son ancien monde. Voilà. Et papa, non, Johnny, il n'est pas bien. On lui a dit tellement de trucs sur lui. Quelle injustice. Du coup, ce qui nous amène après rapidement à la résurrection. La résurrection, c'est
héros prend conscience, vraiment pleinement conscience, et applique ses nouveaux pouvoirs. Là, la scène de la résurrection, ça c'est des moments forts. C'est Luke Skywalker qui retire son outil de visée pour les lasers au moment où il survole l'étoile noire, et il écoute la force. Il écoute tous les enseignements que lui a appris son mentor Obi-Wan Kenobi. Il fait confiance à la force, et pouf, boum. J'espère que je ne vous spoil pas, ceux qui n'ont pas vu. Je suis peut-être un peu vite. Pareil, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas le... Là, pourquoi Dirty Dancing? Parce que moi, je cherchais un exemple du moment de la résurrection. J'ai dit Dirty Dancing, c'est marrant, parce que avant d'arriver à la résurrection, c'est la cata. On a amené un petit peu bébé dans un truc. Elle s'est fâchée avec son copain. Johnny, il ne parle plus. Elle a dit la vérité à son père. Elle ne parle plus. Et là, elle est au fond du trou. Elle a tout sacrifié et elle n'a rien en retour. Sa récompense, walou. Si, elle s'est dansée. Mais la résurrection, ça y est, Johnny rentre dans la salle. On ne laisse pas bébé dans un coin. C'est la scène de résurrection de Dirty Dancing. C'est fou. On ne laisse pas bébé dans un coin. Maintenant, vous la connaissez, cette phrase-là. La résurrection, Joseph Campbell, c'est un mec avec un cochon qui me l'a appris. C'est classe. C'est classe. Et donc là, on termine notre histoire avec notre personnage qui a des nouveaux super-pouvoirs. Le retour avec l'élixir. L'élixir, c'est la récompense du héros qui l'offre à son monde, à son nouveau monde. Donc Bébé s'est dansé, elle nous offre un beau spectacle. Et en plus, maintenant, Johnny et papa s'entendent bien. Elle a réussi. Luke Skywalker revient, il a fini, ils ont éclaté l'étoile noire. Le retour avec l'élixir, il revient avec ses camarades, la récompense, etc., etc. Il arrive dans un nouveau monde avec ses pouvoirs, il a soigné le monde. Ça, c'est juste la carte du voyage. Donc, vous êtes d'accord? Dirty Dancing, Star Wars, c'est la même histoire. C'est évident. On va compléter vite fait, très rapidement, en fait, avec les artefacts, les archétypes, pardon. Les archétypes, en fait, ça va représenter des énergies, des forces ou des personnages que le personnage principal va rencontrer tout au long de son voyage. On a bien vu les 12 étapes. Donc, parmi ces archétypes, il y en a plein. Christopher Vogler en a rassemblé quelques-uns. C'est juste un moment, dans le voyage, on voit ce qu'on appelle toutes les péripéties que je viens de vous décrire, ce qui est visible, ce qui est interprété, donc vraiment la structure narrative, la fonction dramatique de l'histoire, c'est le voyage extérieur. Les archétypes vont être toutes ces énergies que le personnage principal va rencontrer tout au long de son voyage, qui va absorber, donc ça c'est Carl Jung qui le dit, c'est pas mal référencé dans le livre, qui va les absorber, finalement enrichir la personnalité du personnage principal pour en faire quelque chose à la fin de l'histoire, un être complet, ce qu'il appelle le moi transcendé. Bon, je ne suis pas à l'aise avec ces trucs-là, c'est un peu, bref, mais c'est assez important. Donc chaque archétype rencontré, donc là j'en montre quelques-uns, le mentor, les alliés. Juste pour prendre l'exemple des alliés, à chaque fois un archétype a une fonction dramatique et une fonction psychologique. La fonction dramatique, c'est celle qui va faire avancer l'histoire, qui va servir l'histoire, et la fonction psychologique, c'est celle qui va modifier ou transformer le personnage principal. Si je prends l'exemple de l'allié c'est assez simple. La fonction dramatique, c'est de soulager aussi dans l'histoire le personnage principal. C'est pas à lui de faire les courses, c'est pas à lui de faire les petites tâches, les petits trucs. Alors, rien de sexiste, tout ça. Oui. Mais en gros, c'est tout ce que le héros, tout ce qui n'est pas intéressant de montrer à l'histoire, ça va être fait par les alliés. Ça, donc, ça amène aussi un peu de rythme, ça amène aussi une petite notion d'humour, un peu comique et tout ça, de rafraîchir, de rythmer une histoire. Et d'un point de vue fonction psychologique, ça représente finalement tout ce qui est déjà accompli par le héros. Et ça, c'est sympa, c'est un truc que je voulais appuyer là-dessus, c'est qu'en gros, pour vous, dans votre histoire à vous, dans votre voyage, je veux dire, plus vous avez d'alliés, plus vous avez accompli de choses. Et ça, c'est cool. Donc c'est bon à savoir. Après, on retrouve des choses un peu, l'ombre, c'est toujours la menace, un petit peu, ça représente la psychose qu'on va définir au début de l'histoire et que le héros avec laquelle le héros va lutter jusqu'au bout. Dark Vador, c'est le personnage un peu physique, mais l'ombre, c'est le rapport avec le père aussi. L'ombre de Dirty Dancing, c'est aussi le rapport avec le père. C'est quelque chose qui est défini, qui va la menacer et souvent qui est défini en tant que psychose dès le début et qui va mettre vraiment en danger l'intégrité du personnage s'il n'arrive pas à affronter ce truc-là. En gros, pour Dirty Dancing, bébé, si vraiment elle échoue à rétablir le contact et la relation qu'elle a avec son père, c'est fini. L'histoire n'existe pas. Idem avec Dark Vador.
On va revenir un petit peu plus en détail assez rapidement sur les archétypes que je voulais vous présenter. Le héros, donc fonction dramatique, un rôle d'identification. Effectivement, quand on pose une histoire, le personnage principal, on a envie que vous identifiez avec. Il va avoir cette notion de croissance où c'est lui qui va grandir au fur et à mesure au fil de l'histoire. Il porte l'action, évidemment. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a aussi cette notion, il apporte cette notion de sacrifice. Il se sacrifie pour le bien, pour soigner son monde. Et il amène à un moment ce rapport à la mort qui vous fait réagir. Et la fonction psychologique, ce que je disais un petit peu, ça représente le moi qui va s'enrichir petit à petit au fil de l'histoire, absorber les autres archétypes pour devenir le moi complet. Ils vont être bien vos prochains slides. Hein. Un petit focus sur le mentor, parce que moi je trouvais ça important. Parce que finalement, là, on va laisser tomber les histoires, les grandes épopées. Pour vous, en fait, les mentors, c'est bien, surtout dans le monde de l'IT, j'imagine qu'on en rencontre plein. Dans la fonction dramatique, imaginez quelqu'un qui représente la conscience du héros, le personnage, le moi accompli. On dit souvent que le mentor, c'est un héros qui a fini son voyage, qui est déjà complet, et qui maintenant, dans son monde, il a son élixir, et il partage son élixir. C'est exactement ce que fait le mentor. Quand il vous fait découvrir où il sait que vous connaissez ce nouveau monde, lui, il y est à l'aise, c'est son monde ordinaire, il a tous les outils. Il va donner des outils, ce qu'on appelle l'utilisation d'un plan. On va dire quelqu'un qui connaît une technologie, un framework JS ou que sais-je. Vous débarquez là-dedans, puis il y a quelqu'un qui dit « Si, mais moi je connais bien, je suis contributeur, Eh bien écoute, utilise ça, fais ça, prends tel outil, prends tel IDE, etc. » Là, il a clairement un rôle de mentor. Il vous accompagne, et puis il vient, et puis il vous pousse. Ou si vous voulez « Ouais, moi je vais y aller, moi je préfère y aller avec tel truc, doucement. » Il vous calme, il vous pondère. Voilà, il connaît son nouveau monde, il va vous y emmener. J'imagine que parmi vous, dans vos têtes, là, vous avez déjà conscience qu'il y a des gens autour de vous qui ont eu ce rôle-là. Une petite question, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont mentors actuellement, ou qui ont conscience d'être mentors? Pas tant que ça, je dirais, c'est peut-être une erreur de penser, pour ceux qui n'ont pas levé la main, je pense qu'à partir du moment, dès que vous avez proposé à quelqu'un, partagé quelque chose que vous connaissez, vous êtes mentor, au final. Donc c'est bien de partir avec ça, d'avoir ça en tête. Et le gardien du seuil, c'est pareil, je fais très rapidement le gardien du seuil parce que j'entends beaucoup de sujets autour du gatekeeping. Le gardien du seuil, c'est un archétype qui n'a juste qu'une fonction, c'est de tester la motivation du personnage principal à aller dans le nouveau monde. Quelqu'un sur Internet qui vous dit « Non, ce que tu fais, c'est nul. Sur ce truc-là, c'est nul. » Alors c'est soit un gardien du seuil, souvent c'est un connard, c'est souvent la même chose. Mais globalement, on peut s'en servir, comme dans les histoires, à le contourner, l'absorber. C'est juste un test. C'est pas grave, il ne va pas menacer votre intégrité physique. Faites comme voilà, c'est tout. C'est pas grave, je vais me passer de toi. Ignorer. Et voilà, on le contourne. C'est juste ça. Donc finalement, quand vous prenez conscience dans votre histoire que vous rencontrez des gens que vous pouvez qualifier de gardien du seuil, ne le frappez pas, mais contournez-le, et potentiellement, ces gens-là, on le voit dans Penny, dans Dirty Dancing, la compagne, elle dit non, retourne dans ton monde, c'est elle le gardien du seuil. Et à la fin, quand Penny devient l'allié, on peut les transformer en alliés. Donc voilà, c'est juste là-dessus. Une petite question, est-ce que d'après vous, attention, vous pouvez utiliser le modèle du voyage du héros pour, par exemple, donner une conférence? Oui. Donc, ouais, quelqu'un du public. C'est vrai, hein? C'était pas préparé. Oui, alors justement, donc là, je vais terminer sur des outils, mais vraiment pour vous. Là, je vous ai donné vraiment la théorie en large, en très grand. Je vais vous donner les références si vous voulez vraiment étudier, approfondir, mais là, demain, pour raconter une histoire qui vous raconte vous avec un produit, je vais vous donner 2 trucs. Un mindset. Déjà, ce mindset, c'est ça. C'est quand vous racontez quelque chose, le héros, l'héroïne, c'est vous. Ne racontez pas un produit, ne racontez pas un framework, racontez-vous, vous, avec ce produit, avec ce framework. Pourquoi ? Parce que moi, je sais pas, d'un point de vue communication, je préfère discuter avec quelqu'un, d'avoir de l'empathie avec quelqu'un, mais c'est terrible, qu'avec un produit ou un objet. Vous êtes vecteur de tellement de choses que vous pouvez partager, que ce soit des émotions, des valeurs. Vous allez pouvoir, en vous racontant autour d'un produit, en fait aussi déclencher de l'empathie par l'identification. Racontez vos problèmes,
Il y a certainement des gens parmi vous qui ont eu les mêmes problèmes. Je vous ai raconté mon expérience de speaker ou de prise de parole en public. Vous avez vu que j'ai pas l'aide. J'imagine qu'à un moment, vous avez eu un petit peu de pitié pour moi quand même. Vous n'êtes pas des sociopathes. Voilà, créer de l'empathie. Je viens de dire à mon public que ce sont des sociopathes. Non, mais c'est important. Et surtout, d'amener des défauts, d'amener des fêlures, des choses que vous allez raconter. Une histoire commence comme ça. Ça, c'est le mindset qu'il va avoir. Et je vous donne après un outil. Donc ça, c'est le voyage du héros, mais condensé. Pour vous, potentiellement, un petit point de départ qui va vous aider avec le syndrome de la page blanche. Je veux raconter, j'ai une idée de talk. Rappelez-vous, il y a un mec avec un cochon sur scène, il m'a montré un truc. Gardez le lien. Là, l'outil que je vous donne, il me reste à peu près... C'est ça, c'est vraiment fini après ? C'est là. Racontez-vous dans le monde ordinaire. Décrivez votre monde ordinaire un maximum. Votre plateforme, je travaille dans telle entreprise, mes frameworks actuels, c'est ça, mon infra, c'est ça, voilà, mes amis, c'est ça. Voilà, plein de choses qui vont définir. Et mettez-y des défauts. Mettez-y des problèmes. On va dire des problèmes. Et surtout, ne mettez pas de solution dès le début. Sinon, votre histoire, elle fait 30 secondes. Ouais, on a un super problème, puis on a mis ça. Non, je vous parlais de ça. Bon, les gens disent, bah non, tu viens de dire la fin, quoi. Ce qui est important dans une histoire, et ça c'est vrai, c'est un lieu commun, mais c'est la façon dont on arrive à la fin. C'est pas la fin qui est importante, c'est tout le chemin, c'est tout le voyage. Et ça, c'est exactement ça. Mettez bien les problèmes au début, qui seront résolus à travers toute cette histoire-là à la fin. Je mime super bien le voyage. C'est mieux quand c'est en ligne droite. Et ça, c'est important. Et surtout, n'utilisez que ça. N'allez pas ajouter des problèmes qui ne seront pas résolus à la fin. D'un point de vue ressenti, d'un point de vue public, vous allez être là et dire il manque quelque chose. C'est marrant, mais c'est pareil de ça. C'est comme ça qu'on justifie dans les spectacles ou dans les discours des choses, une blague un peu misogyne. Si elle n'est pas justifiée derrière et démontée, vous allez la laisser. Et puis vous allez dire un truc comme ça. Mettez pas des blagues misogynes dans vos slides. C'est pas ça que je veux dire. Mais tout ce que vous mettez au début, en défaut, en problème, c'est autant de choses qui vont être agréables comme des bonbons à la fin, parce que vous dites, et voilà, et tac. Et qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue public ? La boucle va être bouclée. Vous dites, ah ouais. Et non, et c'est chouette. Et donc, le chemin entre les deux, c'est ça. Vous pouvez y intégrer des choses humaines, en fait, des petits marqueurs comme l'appel de l'aventure. Bon, j'étais là, tout ça, et puis, je tombe sur cet article, j'ai vu cette conférence. C'est ça, l'appel de l'aventure. Ça m'a donné envie d'essayer. Et ça, c'est chouette. Racontez potentiellement ce qui vous a motivé ou ce qui vous a freiné dans cette expérience. Et surtout, n'hésitez pas à donner des noms, à humaniser, à rendre la chose humaine. Et ça parle. C'est des vraies choses. Et puis, les gardiens du seuil, les gens qui vous disent que c'est pas bien ce que vous faites sur Internet, les problèmes. Un gardien du seuil, ça peut être aussi dans une entreprise un problème de budget. Finalement, oui, non, génial ton idée, j'adore. Bon, pas de thune. Tu veux monter un stand ? Pas de stand. On contourne et on s'enrichit de cette expérience-là. C'est important. Et après, le début des péripéties. Et dans les péripéties, c'est bien de montrer aussi, à un moment, ce que j'aime bien, le moment où c'est vraiment la merde. Vous êtes au plus bas. Finalement, on était parti à fond. On a tout installé, on a tout mis en prod et bam, on n'a pas vu le truc venir. Et, tout brûle. À un moment, le moment de dire ouais, mais c'est humain, il ne faut pas cacher ça sous le tapis. Au contraire, ça donne du relief à votre histoire. Moi, ça m'a conforté aussi humainement de dire, au moment, là, il y a 8 jours, quand j'étais sous terre à donner ma conférence, non, finalement, je dis ouais, ça ne donne pas autant de valeur à ce qui arrive après. En fait, c'est bien, ça crée du contraste, c'est de la vie. En fait, c'est juste. Voilà. Et à un moment, du coup, remonter après, à partir du moment où c'est la merde. Qu'est-ce que vous avez appris avant, qui vous a servi après, pour non seulement, et là c'est exponentiel, progresser, évoluer, et à la fin vous enrichir d'un truc. Et là, faites comme bébé, restez pas dans un coin, partagez et donnez votre élixir. Et à ce moment-là, vous devenez mentor. Et à la fin, racontez-vous en tant que super-héros. Ça y est, voilà, maintenant, donnez des solutions. Ce modèle-là, il est assez amusant à tester. J'ai eu le plaisir de le mettre en pratique avec des gens pour qui c'était
la première fois, on n'a pas beaucoup d'écart d'expérience, mais voilà, sur les premières conférences, et ça marche. Et c'est amusant. J'aimerais bien qu'il y ait autant de propositions de CFP dans 2 mois que de personnes présentes dans ces salles, en fait, à l'issue de ce talk. Merci. En tout cas, pour moi, c'était la fin de ce voyage. Mais vraiment, je pense que j'ai fini mes péripéties. J'ai quitté la zone où c'est la merde. Et je vous invite vraiment maintenant à commencer à raconter vos voyages à vous. Merci beaucoup. Là, je vous demandais de sortir vos téléphones. Si vous voulez toutes les références documentaires, des livres, des extraits vidéo, plein de petits trucs sur le voyage du héros, vous le trouverez derrière ce lien. C'est un compte GitHub. Il y a aussi mes références pour me trouver. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc. Donc il y avait, vous viendrez me voir après, vous pourrez scanner mon PC bien sûr, et vous surtout le compte Twitter de Charlotte que vous trouvez à ce niveau-là. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour des questions. Non, merci beaucoup Olivier, mais oui, on n'aura pas le temps pour des questions. Moi je peux rester, je suis chaud. Par contre, vous pouvez, je pense, retrouver Olivier sur le stand OVH si vous avez envie de discuter avec lui et avec Charlotte. Voilà. Dans vos badges, vous avez aussi un QR code qui est un lien vers Open Feedback, et je pense que Olivier sera ravi de pouvoir lire vos retours, donc n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup.